Alors la prospective, c'est quoi? C'est capter les signaux faibles dans l'environnement économique de vos entreprises et puis faire ce travail qu'on fait ici aujourd'hui, qui est un travail d'échange pour travailler ces signaux faibles et voir comment on peut en dégager des lignes forces ou des thèmes qui seront ensuite travaillés directement au sein du CDM. On va partir de l'environnement macroéconomique jusqu'à l'homme dans l'entreprise, homme, management et processus, en passant par les logiques de stratégie, organisation, et puis bien sûr digitalisation de nouvelles technologies. Et puis en fin de séance, en fin de matinée, on parlera plutôt opportunité de marché avec deux sujets, un qui sera plus développé que l'autre. Le sujet des opportunités que peuvent générer le dérèglement climatique. Donc Laurent viendra expliquer tout ça. Laurent d'Imbrication qui est là-bas avec ses belles lunettes orange viendra nous expliquer tout ça. Et puis on vous fera aussi un petit focus rapide sur la containerisation de process. C'est un sujet qui a été traité en Bretagne, en prospective la semaine dernière avec les Bretons. L'idée, c'est pas de vous refaire la présentation complète, mais de vous donner quelques lignes de ce qui a été traité la semaine dernière. Donc on commence sur l'environnement macroéconomique. Si on regarde un petit peu ce qui se passe sur la scène internationale, une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le pic de croissance est dépassé ou pas? On voit que globalement, on a un ralentissement de la croissance mondiale, avec quand même un pic qui était plutôt situé en 2017. Une Europe qui est plutôt en décélération. La Chine et, enfin, on va dire les grosses locomotives asiatiques qui, elles aussi, sont plutôt en ralentissement, avec la Chine qui rencontre aujourd'hui des problèmes structurels. Les économies émergentes aussi qui sont très fragiles actuellement. Et puis, quand même, les États-Unis qui font figure d'exception aujourd'hui, qui restent toujours dans une croissance plutôt soutenue à 3%. Alors, quels sont aujourd'hui les risques qui pèsent sur la croissance? Euh, alors, ils sont multiples, hein. D'abord parce qu'a priori, on aurait atteint ce fameux pic en 2017. Le pétrole qui fait le yo-yo, le vieillissement de la main-d'œuvre, on y reviendra, mais c'est quand même un point important. Les guerres commerciales, je dis les guerres commerciales parce qu'en fait, on verra que finalement, ce n'est pas une guerre commerciale qui se joue, mais plutôt des guerres technologiques. C'est intéressant de regarder ça. La montée des populismes, les replis nationalistes, et puis des niveaux croissants d'endettement dans plusieurs pays, notamment pays développés. Alors au niveau de la finance mondiale, c'est intéressant de voir qu'on est dans un phénomène entre régulation et dérégulation, ou qui peuvent entraîner des dérégulations. La Fed a remonté les taux aux États-Unis pour réguler son économie, et ça a des conséquences de déséquilibre dans d'autres pays, notamment les pays émergents qui peuvent être dépendants des États-Unis ou des pays occidentaux. Derrière ça, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a d'autres banques centrales qui vont suivre et donc sur cette remontée des taux? Et si oui, dans quel délai? Est-ce que ça va être une hausse progressive ou est-ce que ça va se faire d'un coup? Euh, est-ce que, est-ce que les banques vont prendre en compte ce qu'on vit actuellement, qui est un ralentissement de la croissance? Donc, un certain nombre de questions qui se posent aujourd'hui, qui pèsent sur les marges, potentiellement en termes de risque, sur les marges des entreprises et sur leur capacité à décider d'investir ou pas. Donc, et puis on nous parle régulièrement de nouvelles crises financières. La dernière fois, je vous annonçais peut-être 2019, maintenant je vous annonce plutôt 2020. Enfin voilà, c'est un peu le serpent de mer, cette histoire. Pour autant, c'est intéressant de voir il y a quand même aujourd'hui, et on va y revenir, un certain nombre de signaux, notamment on va dire l'été, depuis 3 mois, qui nous montrent qu'on est quand même dans un climat qui est un petit peu moins vert ou florissant que ça pouvait l'être il y a peut-être 6 mois ou un an. Alors justement, voilà, quand on descend d'un cran et qu'on regarde au niveau de ce qui se passe en France, on serait dans un contexte de désalignement des planètes, c'est-à-dire que les planètes étaient plutôt alignées, parfaitement alignées en 2017, et aujourd'hui, c'est un petit peu moins le cas. Alors on a quand même un certain nombre de signaux positifs sur la compétitivité où la France gagne une place, sur l'attractivité de la France pour les investissements étrangers, sur toujours la baisse du nombre de défaillances qui est plutôt un signal positif.
Une hausse de la création d'entreprises, même si ce sont essentiellement des micro-entreprises. Donc ça, c'est intéressant de voir ça de plus dans le détail. Et puis sur les signaux négatifs, ralentissement de la croissance, augmentation du déficit public, augmentation de la dette publique. Donc voilà. La France qui souffre d'un potentiel de croissance trop faible. Et puis voilà des réformes qui peut-être mettent un petit peu de temps à se mettre en place. Un certain nombre de questions sur le financement des transitions qui nous arrivent. Alors si on regarde du côté de l'industrie française, donc là on descend encore d'un cran. Aujourd'hui, on est quand même dans un contexte où il y a un certain nombre de sujets qu'on voit arriver à French Fab, l'Alliance, beaucoup de dynamiques qui sont lancées, donc beaucoup de signaux positifs. Un solde de création d'emplois qui est positif pour la première fois depuis 15 ans. On crée plus d'usines qu'on en supprime, ça c'est aussi très nouveau. Le seuil s'est inversé très, très récemment. Une hausse de l'activité des industries mécaniques, progression des ventes à l'étranger, les projets de suramortissement annoncés par le gouvernement liés à la robotisation ou la digitalisation, c'est quand même des annonces plutôt positives. Et quand même, on voit, ce que je vous disais à l'instant, un certain nombre de nouveaux signaux négatifs sur lesquels il faut être particulièrement attentif. Une baisse des demandes de devis, beaucoup de questions autour du Brexit. Ça, c'est pareil, ça c'est un peu un serpent de mer, mais quand même, ça pèse sur les décisions des entreprises. Pour les plasturgistes, le plastic bashing, je vous en avais déjà parlé la dernière fois, mais c'est quelque chose qui est aujourd'hui pèse lourd dans la stratégie des entreprises plasturgistes. On revoit des défauts de paiement. Ça, on n'avait pas vu ça depuis peut-être 2 ans et on revoit à nouveau ça. Le prix, la volatilité des matières premières, ça, vous le savez. Pénurie de main-d'œuvre et puis manque de visibilité sur les réformes. Donc vous voyez qu'il y a quand même un certain nombre de choses qui freinent les décisions. Alors je vous parlais de guerre commerciale. Finalement, derrière la guerre commerciale se joue en fait une guerre technologique avec deux grands géants, États-Unis et Chine. Alors de la Silicon Valley à la Chine, on voit que les dépenses de R&D en Chine sont augmentées de 900% en 10 ans. Donc c'est quand même un signal qui est fort sur la manière dont on peut imaginer la suite dans les mois ou les années à venir. L'intelligence artificielle, on en entend beaucoup parler. Je sais que pour les PME, parfois c'est un peu abstrait. Pour autant, on voit aujourd'hui que c'est le véritable nouvel outil de puissance et de puissance économique d'un pays, voire même un outil qui peut être géopolitique. Donc je vous laisserai regarder un petit peu plus dans le détail, mais il y a beaucoup de choses intéressantes sur ce sujet-là. Et puis, clairement, une volonté, une stratégie un peu hégémonique de la Chine qui va bien au-delà de sa puissance économique, c'est-à-dire que cette stratégie hégémonique va aussi sur le champ culturel. Donc ça, c'est intéressant que finalement, un pays comme la Chine, pour pouvoir développer sa puissance, se positionne non seulement sur le champ économique, mais ça va bien au-delà, quoi. Une vraie politique de marque de la Chine pour s'exporter à l'international, avec notamment un point important, intéressant, c'est le Made in China 2025 qui est clairement positionné non plus sur le Made in China qu'on pouvait connaître il y a encore quelques années, mais vraiment dans une logique très qualitative des produits qui seront fabriqués à l'avenir. Alors, cette guerre commerciale, c'est vrai que Trump a eu a gagné un certain nombre de concessions, hein. Il a renégocié l'ALENA, il nous a viré de l'Iran, il y a un certain nombre de choses qu'il a gagnées. Pour autant, on voit que derrière ça, en réaction à ça et à ce fond de guerre commerciale, on a des nouvelles alliances qui sont en train de se créer sur la scène internationale, qui ferait qu'on pourrait passer demain de America First à America Alone. Donc ça, c'est plutôt intéressant de regarder ça, ces nouvelles alliances. L'Europe qui se rapproche des BRICS, l'Inde, le Japon et l'Australie qui engagent un dialogue. Toujours des questions sur est-ce que le pétrodollar doit toujours être la monnaie de référence. On voit que notamment du côté des pays pétroliers, il y a beaucoup de questions autour de ça. Et puis quand même, tout ça génère beaucoup d'incertitudes sur les filières, sur ce climat d'incertitude renforcé qui finalement freine un petit peu ou bloque un certain nombre de décisions sur les investissements et sur le développement économique. Alors, sur ce champ-là de la guerre commerciale, c'est intéressant de voir aussi qu'aujourd'hui, on est dans un contexte où le politique est en train de prendre un petit peu l'ascendant sur l'économique. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des décisions aujourd'hui politiques
qui ont des impacts forts sur le champ de l'économique. C'est lié bien sûr à un certain nombre de visions politiques, alors notamment liées au populisme qui arrive dans certains pays. Et donc on nous annonce de plus en plus, c'est quelque chose qui devient assez important dans ce qu'on entend, c'est qu'on arrive plutôt dans une forme de multilatéralisme ou de fin de mondialisation, hein, qui accentue aujourd'hui l'instabilité, mais certainement pour voir apparaître dans quelques mois peut-être des nouveaux modèles, enfin quelques mois, quelques années, des nouveaux modèles pour sortir de cette logique un peu de mondialisation ou de globalisation. Mais le business as usual, on voit quand même qu'aujourd'hui, par rapport je sais pas, au Brexit ou à la montée de ces populismes, il y a quand même le business qui perdure et qu'aujourd'hui, les relations commerciales entre entreprises d'un pays à l'autre perdurent, même s'il y a un petit peu plus de prudence. Alors quand on regarde le Brexit, où on en est du Brexit concrètement, est-ce qu'on est dans une forme d'enlisement, une forme de sortie de crise? Est-ce que beaucoup de questions d'interrogation de la part des chefs d'entreprise notamment. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ce soit dans les Hauts-de-France, mais aussi plutôt dans l'ouest de la France, c'est que si on arrive dans une forme de Brexit un peu dur, eh bien, Pays de Loire, Bretagne et toutes nos côtes vont devenir les nouvelles frontières de l'Europe. Et donc, ça veut peut-être vouloir dire aussi pour nos entreprises, etc., que nos ports qui sont à proximité deviendront des ports internationaux. Donc ça, c'est peut-être intéressant de voir ce qui va se passer au niveau des frontières douanières qui peuvent être dessinées si on est dans une forme de Brexit un peu dur. Et puis quand même, quand on parle de crise, ce qui est intéressant de voir aujourd'hui, c'est qu'on est on n'est pas que juste dans une potentielle crise économique qui pourrait arriver, mais on est bien dans une approche tripartite économique, enfin économie, environnement, social. Alors du côté de l'économie, ralentissement de la croissance, risque financier, je vous en ai parlé. Derrière ça, l'avènement de nouveaux modèles économiques qui apparaissent, hein, économie circulaire, l'usage, économie de relations, etc. Sur le champ environnemental, tout ce qui pèse actuellement sur nos pays, un risque climatique, pénurie et coûts de matières premières, des nouveaux modèles de production et de consommation qui sont en cours d'invention ou qui sont encore à inventer. Et puis sur le champ social, c'est intéressant de voir que d'un côté, il y a les flux migratoires, la montée des populismes, la pression de l'opinion publique pour aller beaucoup plus pour pousser les entreprises et nos politiques sur le champ environnemental et sur la protection de l'environnement. Et puis, on voit qu'il y a quand même un certain nombre c'est une équation qui est assez difficile à résoudre, notamment quand on rentre sur ce champ environnemental. On voit plusieurs phénomènes paradoxaux. D'un côté, le GIEC qui nous annonce que les gaz à effet de serre ont explosé encore en 2017. Sur le champ économique, il y a des marchés qui s'ouvrent liés au marché de la protection de la planète. Donc, on nous annonce 26 milliards de dollars et 65 millions d'emplois d'ici à 2030 sur ce champ-là. Et en même temps, on voit que le Brésil et les États-Unis ont quitté les accords de Paris. Et puis sur le champ social, évidemment, d'un côté, on a des manifestations pro-climat et on a des gilets jaunes en face qui disent qu'il faut arrêter d'augmenter les taxes. Donc on voit qu'il y a beaucoup de paradoxes autour de ça, et que finalement, ce triptyque environnement, social, économique, ce sont des équations très complexes et que c'est difficile un petit peu de voir comment tout ça va évoluer dans les mois qui viennent. Bien sûr, un autre phénomène qui vient un petit peu percuter les entreprises, c'est la digitalisation. Évidemment, on en entend énormément parler. Et puis quand on regarde toujours quand on fait lien entre digitalisation et environnement, on voit qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de paradoxes sur ce sujet-là. D'un côté, on nous dit que le digital va accélérer les transitions, notamment transition environnementale sur ce sujet-là. Et en même temps, il y a un certain nombre de freins, des freins environnementaux, parce que toutes ces nouvelles technologies, elles sont très consommatrices d'énergie. Donc on voit que là, on nous annonce d'ici 2020 une consommation énergétique mondiale qui va être multipliée par 3. Donc voilà, un certain nombre de blocages. La digitalisation peut être bloquée par un certain nombre de limites énergétiques et puis les déchets électroniques qui peuvent être générés par ça. Et puis sur le côté économique, on voit qu'il y a un manque de maturité de l'économie verte, que ce soit sur le solaire, l'éolien, les EMR ici. Donc voilà, on voit que ces transitions sont pas simples à mettre en place. Si on regarde sur le champ sectoriel, je vous fais généralement un point spécifique sur chacune des filières qui peuvent vous intéresser.
Un certain nombre de questions sur l'automobile. Est-ce qu'on aurait atteint un pic de croissance en 2017? Le Brexit dure inquiète. Beaucoup d'investissements sur les véhicules électriques. On avait traité le sujet la dernière fois, notamment sur les véhicules autonomes. Il y a beaucoup de questions, bien sûr, sur la responsabilité pénale et le niveau d'acceptabilité en cas d'accident. C'est-à-dire qu'on est prêt à accepter un mort sur route quand c'est un homme au volant. On n'est pas prêt à l'accepter quand c'est un véhicule autonome. Donc il y a beaucoup de questions encore qui sont à résoudre, qui sont bien au-delà du champ juste technologique. Mais sur le champ social, sociétal, c'est pas du tout réglé encore. Sur le BTP, bâtiment, une bonne activité. Le TP aussi, un pic de croissance qui est prévu en 2019. Le Grand Paris, qui est le chantier du siècle, avec des accélérations, des ralentissements. On voit que c'est un grand projet, mais c'est pas simple. Et puis sur le champ plutôt des équipements qui sont plutôt en bonne forme aujourd'hui, mais beaucoup de tensions actuellement sur les approvisionnements de composants. Quand on regarde du côté du ferroviaire, on nous parle de train du futur. Il y a beaucoup de choses qui sont mises à du futur actuellement. Mais bon, quand on regarde le train du futur, beaucoup de choses qui arrivent. Les trains autonomes SNCF d'ici 2023. Le premier train à hydrogène d'Alstom en Allemagne qui a été annoncé. Et puis le premier TER hybride, là aussi d'Alstom, avec les SNCF d'ici 2022. Donc beaucoup de choses, des opportunités aussi sur l'entretien des infrastructures et puis l'ouverture à la concurrence de la SNCF. Le nautisme est plutôt dans une bonne situation actuellement. Je ne développe pas plus que ça. Vous avez entendu les annonces liées au nucléaire et l'arrêt de 14 réacteurs d'ici 2035. La volonté du gouvernement d'ici 2035 de passer 50% nucléaire, 50% énergie renouvelable. Et puis le nouveau programme nucléaire qui a été demandé à EDF par le gouvernement pour notamment travailler sur des prix plus compétitifs, plus attractifs. Je vous avais parlé aussi, il y a peut-être un an de cela, sur le spatial, alors qu'on a appelé cette fois-ci le New Space. Mais on voit qu'il y a beaucoup de choses qui bougent actuellement, beaucoup de start-up liées notamment aux microsatellites et à la conquête de l'espace, mais de proximité, on va dire. Une première quand même, c'est que Airbus se concentre sur le développement de 10 premiers modèles de nanosatellites, donc avec l'entreprise OneWeb britannique. Donc, et puis bien sûr, alors, Objectif Lune, Airbus et Thales, et puis bien sûr Objectif Mars. Donc il y a beaucoup de choses qui bougent actuellement sur le spatial. L'aéronautique, une bonne visibilité sur les carnets de commandes. Voilà, rien de particulier, rien de nouveau que ce qu'on connaît déjà. On est plutôt dans une continuité. La défense, un budget annoncé de 39 milliards d'euros. Et puis là, ce qui est intéressant de voir en termes de géostratégie, c'est de la volonté aussi de la France de réduire sa dépendance aux États-Unis. Et quand on met ça en parallèle avec la volonté de créer peut-être une défense européenne, il y a des choses intéressantes à regarder de ce côté-là. Et puis du côté des mutations des banques assurances, le crédit se porte bien. La BPI aujourd'hui qui devient, on a mis de plus en plus, mais on pourrait peut-être presque enlever de plus en plus. Elle devient quasi incontournable dans le financement des transitions. Un sujet intéressant, je vous parle régulièrement de crowdfunding. Là, il y a le leader du domaine, Unilen, qui a mis la clé sous la porte. Donc ça, c'est quand même un signal qu'il faut voir comment on l'interprète, mais c'est quand même un signal fort. Et puis l'arrivée du crowdlending, c'est-à-dire du prêt entre deux entités sans passer par un intermédiaire, qui est plutôt en train d'accélérer en France. Les banques traditionnelles qui sont percutées par les nouveaux entrants qui viennent un peu révolutionner tout. Donc ça aussi, c'est intéressant de voir que derrière, l'adaptation des banques est plutôt d'être sur une logique de banque plus ouverte et de partage de données. Et donc ces néobanques quand même qui viennent vraiment percuter le modèle traditionnel. Les GAFA aussi qui sont dans la danse et qui séduisent plutôt les jeunes populations. Et puis aujourd'hui, des banques qui veulent aussi financer la mobilité, notamment par les locations de voitures. Du côté de l'agriculture, la sécheresse qui a pesé quand même lourd sur les rendements, donc une plus forte volatilité sur les prix des céréales.
Beaucoup d'investissements dans l'agroalimentaire, notamment sur les machines spéciales dans l'ultra frais. Mais on nous annonce plutôt un manque d'innovation dans les PME dans ce domaine-là. Et puis sur les agroéquipements, quand même, on avait traité le sujet de la robotisation la dernière fois dans les agroéquipements. Ça se confirme, beaucoup de R&D, beaucoup d'innovation dans ce secteur. Si on descend d'un cran et qu'on regarde la stratégie, le développement des entreprises, les dynamiques de développement dans les entreprises, on voit aujourd'hui beaucoup d'investissements qui est essentiellement orienté sur l'immatériel, mais qui ne rejaillit pas aujourd'hui dans le commerce extérieur. Les banques nous annoncent qu'elles manquent de projets en capacité de production, donc il y a quand même beaucoup de sujets autour de ça. Donc c'est essentiellement de l'investissement type croissance externe ou diversification, ce genre de choses, plus que l'outil de production pur. Évidemment, on va y revenir à plusieurs reprises, mais la pénurie des compétences qui pèse très très lourd aujourd'hui dans le développement des entreprises qui ne prospectent plus, qui suspendent des projets, qui comment dire, ont des craintes de défaillance pour des raisons de pénurie de main-d'œuvre. Donc ça, c'est quand même un phénomène qui est de plus en plus, qui pèse de plus en plus sur les entreprises. Mais vous l'avez déjà dit, mais cette situation n'est pas homogène selon qu'on se situe à proximité d'une grande ville ou en pleine campagne, selon le type d'entreprise que l'on a. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. On a travaillé l'attractivité au CDM, donc voilà. On ne peut pas dire que tel ou tel secteur est attractif ou pas l'autre. Il y a beaucoup de différences d'une entreprise à l'autre. Alors, les réactions des chefs d'entreprise par rapport à ça, c'est quoi? Enfin, ce manque de compétences, il y a plusieurs options qui se présentent, hein. Soit la délocalisation, ça c'est quelque chose qu'on revoit arriver aujourd'hui. L'automatisation, j'ai pas de main d'œuvre donc j'automatise. Développement un peu de projets tous azimuts, sur la marque employeur. Et là, on va y revenir. On voit que c'est pas toujours. Enfin voilà, c'est parfois un peu désorganisé. Et puis aussi davantage d'alignement entre d'un côté l'attractivité qui est vraiment alignée dans une logique de performance globale de l'entreprise. Sur l'export, on a des entreprises qui sont, enfin, ça devient presque incontournable aujourd'hui, avec des entreprises qui organisent leur localisation entre proche export et lointain export, selon ce qu'elles font. Donc, les petites séries restent en France. Pour les grandes séries, c'est plutôt Europe centrale, Europe de l'Ouest essentiellement. Et puis, de plus en plus, les entreprises suivent leurs clients en Asie. Donc on voit quand même qu'il y a un certain nombre d'entreprises et de PME industrielles qui s'implantent en Asie pour suivre et pas perdre des marchés qui sont de plus en plus lointains, et notamment du côté de l'Asie. Alors, un sujet intéressant aussi dans la collecte qui a été relevée, c'est le rapport au territoire que vous pourriez avoir, vous, en tant qu'entreprise et en tant qu'industrie. On nous annonce beaucoup de forte métropolisation, mais en même temps des entreprises qui veulent aller ou qui veulent être positionnées là où les autres ne sont pas. Beaucoup de signaux aujourd'hui sur les limites de l'artificialisation des territoires, notamment en lien avec les terres agraires qu'on doit garder. Donc il y a des réflexions qui sont menées actuellement sur peut-être modifier l'architecture même des usines. Plutôt que d'imaginer des usines totalement à plat, pourquoi ne pas imaginer des usines verticales? Je vous invite à aller voir l'usine Volkswagen de Wolfsburg en Allemagne, où il y a quand même, là on voit, on est dans une approche plutôt verticale. Donc il y a quand même peut-être des nouveaux modèles qui sont à inventer sur l'allocation d'espace, des modèles hybrides, urbains, rural, beaucoup de réflexions qui sont menées actuellement sur ces sujets-là. Et puis voilà, quand on parle d'industrie française, quel maillage pour le territoire? Vous avez sans doute entendu parler des 124 territoires d'industrie qui ont été annoncés par le gouvernement. Donc, est-ce qu'on est dans une forme de France des périphéries? On voit que ces territoires-là sont quand même essentiellement en territoire rural, donc territoires qui seront pilotés par les régions. Donc, beaucoup de sujets autour de ça, avec derrière la volonté de recruter, innover, attirer, simplifier. Donc, il y a certainement des choses qui vont bouger dans les mois qui viennent, puisqu'il y a une enveloppe d'1,3 milliard qui a été annoncée sur le sujet. Donc certainement des
des actions qui seront menées sur les territoires dans les mois à venir. Du côté de la relation client-fournisseur, on voit qu'il y a des comportements qui sont en train de changer, notamment avec le digital, où on a des acheteurs aujourd'hui qui sont de moins en moins qui vont de moins en moins voir leurs clients, ou leurs fournisseurs, pardon, plutôt. Et donc, du coup, derrière, ça veut dire une relation qui change, et peut-être aussi des périmètres géographiques qui changent, voire qui disparaissent. C'est-à-dire que si on a aujourd'hui des acheteurs qui sont de plus en plus, enfin, de moins en moins chez nous, peut-être qu'on est dans une logique plus de communication digitale, d'e-réputation, donc de référencement ou de positionnement sur les réseaux, sur Internet, etc. Et on arrive du coup peut-être dans une forme de marché global qui devient local, le marché local qui devient global, de nouvelles concurrences qui apparaissent qu'on n'avait peut-être pas identifiées. Bref, des espaces qui sont en train de bouger par le digital et par le comportement des acheteurs qui est en train de changer. On voit aussi apparaître de nouvelles relations financières. Un exemple, c'est par exemple les commanditaires publics aujourd'hui qui souhaitent et qui mettent ça directement dans leurs appels d'offres, non seulement la fourniture de matériel, mais aussi la garantie de la maintenance dans la durée. Et en plus, ils souhaitent des solutions de financement pour pouvoir financer la fourniture du matériel. Donc on voit que dans les appels d'offres aujourd'hui, on souhaite une offre globale qui va de la fourniture jusqu'au financement des produits. Des modèles de facturation à l'usage aussi pour les équipements indépendants, type chariot élévateur. Et puis de nouvelles aussi de manières de facturer. Je vous avais parlé de rendre visible ce qui est invisible il y a quelques mois. Donc c'est-à-dire on va détailler les prix, dire tout ce qu'on fait. Et donc c'est aussi engager une relation plus pédagogique et transparente avec le client, avec l'acheteur, pour expliquer concrètement ce que ça induit de pouvoir faire telle ou telle chose. Et donc l'idée c'est de pouvoir rendre visible et transparent tout ce qui est fait dans l'entreprise. Alors on a aussi une forme de redistribution des rôles entre le consommateur, qu'on pourrait appeler consomme-acteur, et le fabricant. D'un côté, le fabricant est de plus en plus impliqué dans la consommation. Il faut des produits plus sains, il faut être respectueux de l'environnement. Bien sûr, les déchets plastiques, il faut les réduire. Donc le producteur a aujourd'hui une responsabilité de plus en plus sociale et environnementale. Et de l'autre côté, du côté de l'acheteur, du consommateur, lui aussi, il est de plus en plus impliqué dans la production, autoconsommation, design thinking, customisation, dans la commercialisation, la relation client, les expériences utilisateurs, B2B, 2C. Donc on voit que l'acheteur ou le consommateur final se professionnalise, il veut du sens, il remet en cause la distribution. Et je vous invite notamment à aller voir cet exemple, C'est qui le patron, où des consommateurs ont créé leur propre marque de produits qu'ils ont implantée dans la grande distribution. Je vous invite à aller voir ça. Évidemment, c'est très lié à la grande distribution, ça, mais on peut peut-être imaginer des choses similaires demain dans vos entreprises. Donc on a comme ça une forme de redistribution des rôles, un écosystème centré utilisateur qui se généralise, une co-création de la valeur producteur-consommateur, un impact croissant des mouvements sociétaux sur les industries. Donc derrière ça, la question qu'on peut se poser en tant qu'industriel, c'est comment adapter les équipements, quel impact peut avoir l'opinion publique typiquement sur la gestion des déchets. Donc pour les plasturgistes, aujourd'hui ça devient un levier d'innovation, alors que c'était une forte contrainte avant. Et on voit qu'aujourd'hui, l'usager est au cœur des processus. Donc combinaison marketing plus expertise métier plus expertise digitale. Donc voilà, la relation client devient un nouveau champ de compétitivité sur lequel il faut être particulièrement attentif. Alors derrière ça, on voit aussi que des nouveaux rôles sont assignés aux entreprises, notamment sur le champ social, sociétal, avec la loi Pacte, où on voit apparaître des notions comme la raison d'être, la notion d'entreprise à mission. Donc derrière ça, on peut imaginer peut-être l'apparition de plus de modèles hybrides entre une économie dite traditionnelle, classique, et puis une économie plus sociale, plus solidaire, qui est de plus en plus prégnante dans l'environnement économique. Donc, est-ce qu'on ne peut pas imaginer l'entreprise comme une communauté sociale avec d'autres formes de dialogue social à venir dans les entreprises? Alors bien sûr, derrière ça, on peut pas, si je vous parle de ça, on parle forcément de RSE. Aujourd'hui, est-ce que c'est un prérequis dans les appels d'offres et dans la relation client-fournisseur?
plusieurs réponses, évidemment, un paradoxe. Donc, d'un côté, oui, ça devient un critère d'achat implicite pour les donneurs d'ordre, au même titre que les ISO 9001, etc. C'est un argument pour la marque employeur. Et de l'autre côté, on nous dit non. Non, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de corrélation concrète entre la performance de l'entreprise et la RSE. Et puis finalement, la RSE des donneurs d'ordre, c'est bien beau, mais on est quand même encore aujourd'hui dans une logique d'exigence de coût, de délai, de qualité. Donc la RSE, certes, mais quand même, ce qui prime encore aujourd'hui, c'est ce triptyque qualité, coût, délai. Alors, la French Fab, vous en avez certainement entendu parler. On est quand même ici en Pays de Loire, une région un peu de leader sur le sujet. Donc ce coq bleu, on le voit partout, de plus en plus. Claudine, tu l'as pas sur ton revers de... donc on voit quand même que c'est plutôt positif parce qu'on est sur une... On parle de l'industrie, quoi, donc c'est plutôt positif. On est peut-être sur une nouvelle forme de militantisme. Et donc derrière ça, c'est plutôt la reconnaissance de l'industrie française, un système de valeurs qui est basé sur l'enthousiasme, l'ambition, l'agilité, donc beaucoup de belles valeurs. Question, est-ce que c'est une marque en open source? Est-ce que c'est une marque qui va s'institutionnaliser ou pas? Oui, d'un côté on nous dit qu'il faudra du contenu, un projet, une feuille de route, et puis de l'autre côté on nous dit non, elle n'a pas vocation à être autre chose qu'une marque, et elle doit rester une bannière. Donc en tout cas, une belle dynamique autour de ces sujets-là. Une question qu'on s'est posée, c'est finalement, il y a un coq bleu qui arrive, il y a un coq rouge qui était déjà là. Donc le coq bleu, c'est plutôt lié à la French Fab, donc elle est on va dire à l'industrie traditionnelle, que vous connaissez plutôt. Et de l'autre côté, il y a la French Tech, qui sont plutôt des start-upers, qui sont en capacité, on en parlait encore hier soir, de lever 2 millions d'euros d'un coup, alors qu'ils sont 3 mecs dans un garage ou pas loin. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup de principes en commun: croissance, innovation digitale, internationale, capital humain, transition écologique et collective. Il y a beaucoup de champs qui convergent. Est-ce que c'est pas le bon moment pour essayer de faire converger tout ça et d'avoir, je sais pas, soit un coq rouge avec des ailes bleues, soit un coq bleu avec des ailes rouges, mais en tout cas peut-être faire quelque chose et essayer de rapprocher un peu ces deux mondes qu'on a souvent opposés. Et en tout cas, ce qu'on voit dans la collecte, c'est que les problématiques sont très communes d'un côté et de l'autre. Je disais que les Bretons avaient tout compris. Alors les Bretons ont tout compris. Je vais revenir juste un peu en arrière. Eux, ils ont pris le coq bleu là. Ils ont enlevé les ailes bleues, ils ont mis des ailes avec les hermines blanches bretonnes. Ils ont coupé là, ils ont mis les ailes avec le drapeau breton dessus, quoi. Ils ont appelé ça la Bresse Fab. Et ça marche. Alors, sur le champ digital, la digitalisation, il y a quand même des questions de fond qui se posent et surtout on voit quand même des problématiques de rythme ou d'accélération, ou en tout cas d'écart qui se creusent entre différents rythmes. Il y a un certain nombre d'annonces qui ont été faites, notamment par le gouvernement, liées au suramortissement, lié à la robotisation et au digital. Donc c'est plutôt positif de voir que le suramortissement revient sur ce champ-là. Beaucoup de questions sur si j'intègre des technos, qu'est-ce que j'en fais, quoi? Donc, quel retour sur investissement? Quelle brique techno je dois intégrer dans mon entreprise? Est-ce que ma filière, est-ce que tout ça est suffisamment organisé dans ma filière, etc. Les problématiques d'appropriation de ces technologies, d'évolution des compétences. Est-ce que je vais avoir les bonnes compétences pour pouvoir intégrer ces technologies et sinon, est-ce que je vais pouvoir les trouver? Et puis, il y a des questions de sens. OK, digitaliser, mais pourquoi faire? Donc, c'est vraiment des points importants dans l'entreprise. Est-ce qu'il faut opposer la digitalisation, qui est le moyen, et puis finalement la performance, qui est la finalité? On est dans un contexte aujourd'hui où peut-être que l'injonction à la digitalisation est peut-être en train d'un peu saturer les boîtes aujourd'hui, en disant bon, ça va bien, mais concrètement, je ne sais pas par où prendre le sujet. Enfin voilà, des boîtes qui peuvent être peut-être un peu saoulées par le sujet. Et puis peut-être aussi un peu une différence entre on va dire le discours mobilisateur un peu global sur le sujet
et puis la réalité concrète des entreprises, qui est très, très hétérogène d'une entreprise à l'autre. Et puis, voilà, concrètement, entre les 4.0 ou plus des grands donneurs d'ordre et puis la réalité de certaines PME, il y a parfois un fossé qui est en train de se creuser entre ces deux réalités-là. Alors, c'est intéressant de voir que sur ce champ de la maturité digitale, on a des entreprises qui sont certes de plus en plus digitalisées. C'est intéressant de voir les étapes qui ont eu lieu ces dernières années. Au début, on avait plutôt des projets informatiques transversaux, mais peu pensés utilisateurs. Puis le cloud est arrivé, hein, donc le nuage virtuel. C'était intéressant de voir aussi que quand on parle de nuage virtuel, souvent, il ne faut pas oublier qu'il s'agit surtout de câbles dans les fonds marins. Il ne faut jamais oublier ça. Et aujourd'hui, besoin de faire communiquer entre eux les différents outils qui ne sont pas forcément conçus pour cet objectif. Vous pouvez avoir des donneurs d'ordre qui vont vous imposer une plateforme, et puis vous allez travailler pour 2 ou 3 donneurs d'ordre avec trois outils différents qui ne sont pas forcément en capacité de communiquer entre eux. Donc voilà, un certain nombre de paradoxes sur ce sujet-là. Et ce qui est intéressant de voir aujourd'hui, c'est qu'on a des DSI qui se délocalisent dans les services pour renouer avec le dialogue, pour renouer avec les métiers, pardon. C'est-à-dire que les DSI qu'on avait plutôt tendance à imaginer dans leur coin et à juste faire appel à eux quand on a un problème, aujourd'hui, on se rend compte qu'ils sont en train d'arriver ou de revenir dans l'entreprise pour bien comprendre ce qui se passe avec les métiers de l'entreprise. Voilà, pour bien discuter avec les métiers de l'entreprise. Et des questions aussi sur la supply chain. Évidemment, on est dans une logique un peu zéro bug. Les rangs 1 qui sont aussi pressés par leurs clients d'être 4.0. Besoin de visibilité sur la supply chain et chez les sous-traitants. Ce triptyque qualité-coût-délai qui reste quand même un sujet majeur, mais qui est essentiellement pensé numérique par les donneurs d'ordre, ce qui n'est pas forcément le cas chez les sous-traitants. Et donc, derrière ça, le niveau de digitalisation entrera en ligne de compte dans les prochains appels d'offres, oui, mais quel apport de valeur par les sous-traitants concrètement sur un sujet comme celui-là la blockchain, alors un doute sur la blockchain, est-ce que ça va vraiment être la future étape au service de la traçabilité de la supply chain? Oui, non. Un gros doute quand même. C'est une technologie, on nous en parle régulièrement, et il y a à chaque fois des signaux paradoxaux entre ça va être la révolution de demain, et puis il y a quand même un gros facteur bloquant qui est la consommation d'énergie, qui est que c'est finalement une solution qui est lente. Donc voilà, quand même beaucoup de prudence avec la blockchain. Et puis qui dit plus de digitalisation, est-ce que ça ne veut pas dire aussi parfois plus de désorganisation, notamment si on en oublie nos fondamentaux. On voit apparaître aujourd'hui des problèmes donc, liés à la digitalisation de transmission et de gestion des données, problèmes de traduction pour rendre la donnée intelligible, problèmes d'organisation de circuits décisionnels qui sont parfois complexes, et puis peut-être aussi finalement des basiques d'organisation qui sont non respectées, perte de la connaissance métier, moindre prise en compte des réalités de terrain. C'est pas parce qu'on digitalise une entreprise qui est désorganisée que d'un seul coup, ça va être la révolution de l'entreprise et que tout va être super bien organisé, quoi. Donc il y a un certain nombre de paradoxes sur ce sujet-là. D'un côté, une nécessité d'assurer la qualité-coût-délai, hein, donc, où on peut imaginer le digital comme un booster de ce triptyque-là. Mais quand même, on est derrière ça, ça génère une instabilité qui est renforcée, qui rend plus difficile l'investissement des industriels. Et puis, en dernier point, les entreprises qui doivent investir pour répondre aux exigences clients. Donc, on est dans cette forme un peu paradoxale où investir pourquoi est-ce que je peux investir si je suis dans un secteur instable et non visible, alors qu'on me demande toujours ce triptyque qualité-coût-délai. Donc on est bien dans une logique plutôt d'approche et de culture, un dialogue qui doit être de plus en plus transversal entre les acteurs. On entendait aussi récemment, finalement, on nous disait le modèle de la supply chain tel qu'on nous en parle, c'est un modèle anglo-saxon qui n'est pas forcément adapté à nos entreprises françaises. Donc est-ce qu'on ne peut pas imaginer demain une supply chain européenne? Donc c'était des réflexions qui sont menées actuellement. Et puis donc la logique d'intégration dans la réalité et la culture de l'entreprise. Est-ce qu'on ne peut pas faire de la digitalisation ou de l'innovation incrémentale, faire du digital sans être disruptif,
Et puis recruter des spécialistes, des algorithmes qui sont peut-être acculturés aux logiques et méthodes de production dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'on prend l'expertise digitale et après on les acculture à l'entreprise plutôt que de faire l'inverse. Et puis dernier point, on parle souvent de big data. Est-ce que finalement on ne serait pas mieux, notamment pour les PME industrielles, d'être dans la data ciblée plutôt que de tout ramasser, essayer de tout analyser? Est-ce qu'on ne peut pas juste cibler ce qu'on veut réellement analyser, avoir une meilleure maîtrise de la collecte d'informations et de l'analyse de ces informations-là plutôt que d'avoir une vision un peu globale des choses? On nous parle aussi beaucoup de fabrication additive. On a aujourd'hui un certain nombre d'industriels qui passent du prototype à l'industrialisation. Donc, je vais passer vite. Hein. Boeing, Volkswagen, General Motors, BMW, il y a des projets qui sortent. HP qui est en train de lancer la fabrication additive métallique. Donc ça, c'est intéressant. Et puis Autodesk qui lance aussi des robots d'impression 3D sur les chantiers de construction pour répondre à la pénurie de main-d'œuvre. Donc ça, c'est un sujet qui est intéressant de voir qu'il y a aujourd'hui, je vous en parlais tout à l'heure, mais entre robotisation, fabrication additive et besoin en main-d'œuvre. Qui se reconnaît là? Donc, dernier point sur homme, management et processus. Donc, l'homme dans tout ça, d'un côté, on voit apparaître de nouvelles formes de sourcing RH. Évidemment, aujourd'hui, la grosse problématique, c'est le besoin de compétences et la recherche de compétences. D'un côté, on va avoir des entreprises qui vont avoir des réflexions sur la création de CFA intégrés et mutualisés entre entreprises. On va faire du recrutement collaboratif, on va se positionner sur les réseaux digitaux, on va peut-être permettre la cooptation entre salariés, voire même donner des primes à certains salariés qui amènent dans l'entreprise des profils pertinents. Et sur les réseaux sociaux, d'un côté, on essaye de faire venir les candidats, hein, donc des créations de plateformes de job board pour pouvoir recruter. Et de l'autre côté, on va de plus en plus chercher les candidats, et notamment les jeunes, là où ils sont, donc sur les réseaux sociaux. Et quand on parle de réseaux sociaux pour les jeunes, on parle de Snapchat, on parle d'Instagram. Par contre, on ne parle pas de Facebook. Le Facebook est un réseau de vieux, je vous l'annonce. Les jeunes de 20 ans ne sont plus sur Facebook. Facebook, c'est 30, 35 ans et plus. Donc ça, c'est un point important quand même. Et puis, on va aussi chercher peut-être des nouveaux profils. Les quarantenaires qui ont parfois besoin d'espace et on nous dit, voilà, peut-être qu'eux, ils sont en capacité de vouloir aller vivre un peu plus loin des villes pour pouvoir avoir des maisons un peu plus grandes, l'histoire de vie de famille, etc. Et puis aussi recruter des seniors, des seniors de 60 ans, donc plutôt en fin de carrière. Et voilà, un peu de verbatim, une entreprise a recruté à la direction générale un homme de 60 ans pour faire monter en compétence les équipes jusqu'à son départ en retraite. Donc voilà, ce sont des phénomènes qu'on voit de plus en plus apparaître. Et puis aussi des programmes qui sont lancés pour former les migrants là où il y a des pénuries d'emploi. On a aussi besoin, pour accompagner ces transitions, et notamment la transition numérique, on a besoin de nouveaux profils dans les entreprises. D'un côté, au niveau des directions, on a besoin de dirigeants, de directeurs qui soient en capacité de gérer le multiple, multi-SIP, multi-DAS, la complexité. Et de l'autre, on cherche aussi bien sûr des profils technologiques. Et là, il y a une vraie concurrence qui est en train de se jouer entre un peu le coq bleu, coq rouge. Hein, c'est-à-dire qu'on a d'un côté l'industrie traditionnelle qui a besoin de recruter ces profils pour pouvoir accompagner ces transformations. Et puis de l'autre, on a quand même tous les acteurs de la tech, que ce soit les Google ou autres, ou les startups, hein, qui aussi attirent ces profils. Donc il y a une certaine forme de concurrence sur ces profils spécialisés en cobotique, en intelligence artificielle, etc., entre deux secteurs qui ont besoin de ces profils et qui se battent un peu pour avoir ces profils. Un signal qu'on n'a pas réussi à comprendre avec Isabelle, c'est depuis août 2018, on voit 3 mois de baisse consécutifs de l'intérim dans l'industrie. Incompréhensible dans le contexte actuel. Donc si quelqu'un a une interprétation, avec grand plaisir. On voit de plus en plus d'intégration des intérimaires dans l'organisation des entreprises, donc démarche GPSE dans une société d'intérim, maîtrise des outils digitaux, beaucoup de sujets autour de ça.
Et puis quand même des freins au recrutement des intérimaires. Alors, c'est peut-être ça qui explique le phénomène de ces 3 derniers mois. On a des entreprises qui ont des demandes urgentes et puis au moment de transformer, de contractualiser, finalement, c'est pas si urgent que ça. Tous les profils d'intérimaires formés ne sont pas gardés. Et puis, on voit apparaître aussi des sortes de plateformes de booking de l'intérim, les neutral vendors, qui sont des sortes d'intermédiaires entre les agences d'intérim et les entreprises. Donc voilà, un certain nombre de sujets autour de l'intérim. Alors là, si quelqu'un pourrait avoir une interprétation de ça, ça peut nous intéresser. Pourquoi est-ce que dans ce contexte actuel-là, on voit de la baisse de l'intérim? Sur la... Ah bah allons-y. À partir du moment où on a embauché, on a moins besoin d'intérimaires. Et je pense qu'il y a eu des mouvements d'embauche sur le début de l'année et que maintenant, c'en est la conséquence. En tout cas, chez nous, c'est ce qui s'est produit. Ça veut dire que tu n'as plus besoin de recruter actuellement? D'accord. Oui, puis je pense que aussi dans la pénurie actuelle de certains métiers, on peut faire appel à plus de salariés détachés. Et ces sociétés-là sont peut-être pas classées dans les intérims. Donc je vois chez moi, j'ai une quarantaine d'étrangers sur 80 intérimaires. Donc, parce que depuis 1 an et demi, dans la région Nord-Vendée, on ne trouve plus un seul soudeur. J'ai plus un seul CV de soudeur depuis 18 mois. Quoi. Voilà. L'information, on voit aujourd'hui que l'apprentissage est en hausse et on voit quand même un risque de flottement avec la réforme qui arrive. Il y a beaucoup de questions qui se posent autour de ça. On voit apparaître des sujets assez intéressants, avec notamment la création de prépas en apprentissage. Alors, on n'est pas sur les prépas tels qu'on peut le connaître. Là, on est sur des prépas pour préparer les futurs apprentis à des savoirs de base, lire, écrire, compter, mais aussi des savoir-être professionnels, arriver à l'heure, les histoires d'absentéisme, pas quitter un travail quand on en a ras-le-bol ou ne pas venir que quand on en a envie, etc., etc. Et puis aussi les accompagner dans la définition de leur choix professionnel. Donc on voit que ces prépas apprentissages sont en train il y a des projets qui sont en train de se développer sur ces sujets-là. Et puis la réforme, une nouvelle assiette de cotisation qui est fixée à 50 salariés. En dessous de 50 salariés, la formation sera prise en charge. Au-delà, ce sera plutôt de l'autofinancement. Donc des organismes aujourd'hui et l'apparition certainement demain d'organismes qui vont devoir accompagner les entreprises dans ces transformations et dans la mise en place de ces réformes. Alors, robotisation, est-ce que c'est de la création d'emplois, mais est-ce que ça ne génère pas de la précarité aussi? C'est un sujet qui est un petit peu récurrent et qui revient régulièrement. Ce qui est intéressant, c'est de voir que si on regarde au niveau plus macroéconomique, c'est qu'au niveau mondial, la robotisation permet une création nette de 58 millions d'emplois dans le monde. Si on regarde les emplois détruits et les emplois créés, il y a une création nette de 58 millions d'emplois créés. Évidemment, les emplois créés sont plutôt liés à des expertises robotiques robotiques et automatiques, peut-être au détriment des opérateurs de production, mais quand même, c'est intéressant d'avoir ce chiffre en tête. On nous annonce aussi que d'ici 2025, les robots assureraient 52% des tâches professionnelles courantes, contre 29% aujourd'hui. Donc on voit qu'il y a une véritable accélération sur le sujet. Mais derrière ça, une diminution du nombre de salariés à temps plein, CDD, sous-traitants, voire même parfois, et c'est intéressant de voir et de regarder les relations qu'il peut y avoir avec ces nouveaux métiers, c'est-à-dire des interventions humaines au coup par coup sur le développement d'un logiciel, lancement marketing, maintenance des machines, etc. Donc derrière, beaucoup de reconversions qui vont être nécessaires dans les entreprises sur la main-d'œuvre avec ces nouveaux métiers qui vont arriver. Et donc, on parle d'attractivité aussi régulièrement dans tout ça. Est-ce que c'est d'abord, ce ne serait pas d'abord une question de relations humaines? Bien sûr, il y a le champ stratégique de l'attractivité, mais il faut aussi regarder concrètement ce qui se passe sur le terrain. Ça passe par une question de proximité et de relation directe. Il s'agit presque d'une dimension de compagnonnage. Donc ça, c'est intéressant de voir ces nouvelles formes de paternalisme qui arrivent
dans les entreprises. C'est-à-dire qu'on a des entreprises qui vont accompagner les salariés bien au-delà du champ pur de l'entreprise, c'est-à-dire les accompagner pour trouver un logement, pour des entreprises qui vont aller voir des instances politiques locales pour pouvoir développer des écoles, par exemple. Tout ça pour recréer un climat favorable pour l'attractivité de l'entreprise et du territoire. Et puis quand on parle de marque employeur, je vous parlais tout à l'heure de projets un peu tout azimut. On voit beaucoup de choses autour de la marque employeur. Il y a énormément d'acteurs, je pense, qui viennent vous parler de la marque employeur. Il y a quand même parfois autour de ça un premier risque qui est le risque du copier-coller. C'est-à-dire que si je fais comme mon voisin, je n'ai pas de singularité, donc est-ce que je vais être plus attractif que mon voisin? La réponse est non. Et puis quand même des risques de dérive, avec notamment Pôle emploi qui avait lancé, très mauvaise idée, qui avait lancé This is the Job sur le modèle de l'émission télé The Voice, avec des recruteurs qui avaient le fauteuil tourné, le candidat qui venait se présenter, et puis si c'était intéressant, le recruteur se retournait. Ça n'a pas été très bien perçu du point de vue des recrutés, donc ils ont assez vite arrêté la fausse bonne idée. Mais voilà, donc c'est quand même, faut faire un petit peu attention à ce qui est fait. En tout cas, il y a beaucoup de dynamisme autour de ça. Et puis une question que je vous pose, mais bon, peut-être qu'on y reviendra. Est-ce que l'entreprise est vraiment responsable du bonheur de ses salariés? On voit que les entreprises aujourd'hui exportent de nouveaux registres, qui étaient jusque-là plutôt de la sphère privée, donc les notions de bonheur au travail, le sport dans l'entreprise, la santé, etc., le bien-être. On voit apparaître des outils clés en main pour les RH et les managers sur l'engagement des salariés. Je vous invite à aller voir ces différentes plateformes, les liens qui sont là. On voit apparaître des Chief Happiness Officers, donc les responsables du bonheur de l'entreprise. Donc derrière ça, évidemment, ça veut dire que les salariés ont besoin d'épanouissement, ils ont besoin de sens. Mais est-ce qu'il n'y a pas un peu un gap entre un discours sur l'édification des valeurs de l'entreprise et jusqu'à un discours qui fait parfois, qui fait rentrer la vie privée dans l'entreprise, donc avec une disparition des frontières vie personnelle, vie professionnelle. Donc derrière ça, peut-être un risque de pression informelle de l'entreprise sur les salariés, une certaine forme d'injonction au bonheur. Ça va, j'ai repeint les murs, j'ai mis un baby-foot, vous avez du café chaud, pourquoi vous devez être heureux, quoi. Est-ce que vraiment ça c'est possible? Une disparition des frontières pro-perso qui génère aussi parfois une forme de burn-out, ça arrive de plus en plus. Des actions un peu de happy washing comme le greenwashing où c'est bon, j'ai fait ce qu'il fallait, donc maintenant ils ont intérêt à tous être heureux parce qu'il n'y a pas de raison. Et puis voilà, finalement derrière ça on se rend compte que ce qu'attendent aujourd'hui les salariés, c'est quand même un triptyque: climat de travail, les tâches et le sens qu'on leur donne, et puis quand même des conditions de rémunération qui soient acceptables, même si c'est peut-être pas la clé d'entrée. Donc le bonheur au travail, ça reste une notion qui est totalement subjective, qui est floue, qui est difficilement personnalisable. Est-ce qu'on peut gérer le bonheur collectivement? C'est une question que je vous pose. Il y a des questions d'éthique aussi. Est-ce qu'il doit être enrôlé dans la sphère économique? Est-ce que ça rend le salarié redevable du bonheur? Je t'ai rendu heureux, donc du coup maintenant tu files droit, quoi. Et puis un risque idéologique, vouloir le bonheur à la place de l'autre, créer une communauté sociale sur la base d'une certaine définition du bonheur. Tout ça, c'est très subjectif. Donc voilà, la notion de bonheur au travail, voilà, il y a beaucoup de sujets, de questionnements autour de ça. Est-ce que derrière ça, ce ne serait pas plutôt la performance sociale de l'entreprise plutôt que d'essayer d'imposer le bonheur dans l'entreprise? Et puis il y a quand même des réglementations qui arrivent, je vous en avais déjà parlé, mais qui posent des cadres entre vie perso et vie pro, la RGPD, le droit à la déconnexion. Donc on voit quand même qu'il y a des limites qui sont en train d'arriver sur ces sujets-là. Et puis dernier sujet, et j'en terminerai par ça, sur les nouvelles formes de travail, on voit qu'aujourd'hui qu'il y a une véritable explosion du nombre d'indépendants. C'est un véritable fait sociétal. 43% des créations aujourd'hui sont des micro-entreprises en 2018.
Les travailleurs indépendants sont en train d'exploser, plus 25% depuis 2003. Ça va 10 fois plus vite que la population salariée. On a un véritable développement de la culture entrepreneuriale, mais qui se traduit plutôt par les indépendants. Donc la volonté aussi peut-être d'être acteur de sa propre vie professionnelle. Et puis derrière ça, quand même, des questions d'organisation pour les entreprises. Est-ce qu'on va vers des entreprises de plus en plus étendues, intégrant ces indépendants? On voit des indépendants qui s'associent pour créer de nouvelles formes d'entreprises. Derrière ça, ça veut aussi dire peut-être de nouvelles formes de management, parce qu'on ne manage pas de la même manière un prestataire extérieur ou un indépendant et un salarié. Donc la relation est différente. Et puis demain, comment est-ce que la marque employeur va pouvoir s'étendre aux partenaires et aux prestataires avec qui on travaille de manière très liée? Est-ce qu'il faut les intégrer dans cette marque employeur ou pas? Voilà, beaucoup de questions autour de ça. Et puis quand même des risques de fragilité, précarité avec les crowdworkers, salariés du numérique, etc., etc. Voilà.